Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, on va parler d'un dossier qui touche la municipalité de Saint-Alexandre. En fait, l'abandon des travaux de l'échangeur de l'autoroute 35 à la hauteur donc de Saint-Alexandre. On va recevoir le maire de la municipalité en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on va parler d'infrastructure et du lever du moratoire dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait une conférence de presse la semaine dernière pour nous en parler. Et pour justement nous en parler, on a M. Guillaume Grégoire, qui est le directeur du service des infrastructures et de la gestion des eaux pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Grégoire, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, donc on parle du lever du moratoire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Peut-être nous parler un peu de ce qu'était le moratoire et pourquoi il y en avait un, justement, moratoire là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, donc le moratoire, en fait, il a été instauré en 2023. Donc, l'objectif à la base, du moratoire, c'était pour permettre, en fait, de mieux structurer le développement à la base et pour mieux comprendre aussi le comportement du réseau. OK. Le moratoire, en fait, ce qu'il venait faire, c'est en fait, il n'empêchait pas nécessairement l'émission de permis lorsque le zonage était conforme. En fait, il empêchait davantage la densification. Donc, tout changement de zonage n'était pas possible pour les unités d'habitation. Par contre, les ICI, il n'y avait pas nécessairement, c'était pas touché par le moratoire. OK. Voilà. Donc là, on a décidé de lever ce moratoire-là. Donc, il y a une raison à ça. Pourquoi? Oui. Donc, en fait, depuis 10 mois, en fait, nos équipes ont travaillé fort pour en fait, approfondir leur connaissance sur le réseau. Dans un premier temps, on a regardé, en fait, on a évalué la capacité du réseau en regardant les investissements qui sont actuellement planifiés pour voir qu'est-ce que ça offrait finalement comme capacité supplémentaire au réseau. Donc ça, c'est un premier exercice qui a été fait. Dans un deuxième temps, on a regardé aussi où était la demande sur le territoire. OK. Donc pour voir à quel endroit il y aurait des enjeux et où on devait prioriser les investissements. On a par la suite aussi regardé comment que le réseau se comportait en temps de pluie. Donc, aux ouvrages de surverse, on a 50 ouvrages de surverse sur le territoire pour voir si c'était propice à la levée du moratoire. OK. Donc, ça vous a permis, je pense, et on va montrer la carte à l'écran, là. Oui. Donc, ça a permis de cibler, je pense, c'est 60 du territoire là, dont le moratoire a été levé, où on va permettre justement là, d'élargir, je pense, les changements de zonage là, pour la construction, c'est ça? Exactement. Donc, la carte qui va être présentée à l'écran, en fait, c'est découpé en 50 secteurs, donc qui correspond aux 50 ouvrages de surverse. Donc, on a les secteurs qui sont en vert, qui sont plus propices au développement. On a les secteurs qui sont en jaune, qui demeurent en moratoire, donc où le changement de zonage ne sera pas autorisé, sauf exception. Ça, c'est une nouveauté dans le moratoire. Il va y avoir des exceptions. Si les projets aident à la gestion des débordements, ces projets-là vont être autorisés. Donc, il y a aussi le secteur qui est Saint-Eugène, qui est toujours en RCI, sauf que le 25 mars dernier, en plus de lever le moratoire, le conseil municipal a aussi allégé, fait un assouplissement au RCI dans le secteur Saint-Eugène. Bon. Cet exercice-là, donc, a permis de voir un peu l'état des infrastructures à Saint-Jean. Il en est beaucoup question aussi sur le plateau, parce que là, on est en élection. Les conseillers s'inquiètent de l'état des infrastructures. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, sur l'exercice que vous avez fait là, pour situer un peu l'état de la situation? Bien, on a un réseau qui est vieillissant. Évidemment, on a un réseau d'assainissement et d'eau pluviale d'environ 40 ans. On a nos installations, on a une usine d'épuration qui est en fonction depuis 1997. Donc, c'est un réseau qui a été conçu il y a plus de 30 ans, donc avec une capacité X. Aujourd'hui, en fait, les développements se sont poursuivis. Et là, on arrive au maximum de la capacité de ces ouvrages-là. Okay. Donc, on a 50 ouvrages de surverse sur le territoire et, en fait, le ministère de l'Environnement, il prescrit, en fait, une norme de débordement pour chacun de ces ouvrages-là qui limite les débordements dans les cours d'eau et dans le réseau pluvial. Donc, ce qui fait en sorte qu'on doit investir pour respecter cette norme-là. À compter du 1er janvier 2028, la Ville en fait, des sanctions vont être imposées par le ministère de l'Environnement. Donc, la Ville doit se préparer à faire face à ces sanctions-là puis à investir progressivement. OK. Donc ce qu'on a décidé avec la levée du moratoire, ça va favoriser l'implantation de construction de nouveaux logements, j'imagine. Les entreprises qui veulent s'installer ici, on va pouvoir mieux les encadrer et les diriger vraiment de meilleure façon pour pouvoir s'installer, pour que les infrastructures aussi puissent réagir à tout ça, là.
Oui, exact. Mais en fait, on a une meilleure connaissance de la capacité résiduelle de notre réseau. Fait qu'on est capable de répondre assez rapidement aux entreprises qui veulent venir s'installer pour savoir s'il y a des enjeux et aussi comment les accompagner pour qu'ils puissent réaliser leur projet de développement sur le territoire. Bon. Ça va se faire en 3 phases, je pense, là, au niveau des chantiers. J'ai noté là, phase d'avril à juin, juin à août, et ça devrait se terminer fin 2025. On parle des investissements qui sont planifiés cette année. Mais en fait, on a 3 grands chantiers cette année. On a qui va venir augmenter la capacité du réseau. Donc, on a on a l'augmentation du poste Gouin, donc on a le remplacement des pompes qui dessert tout le secteur Iberville. On a le remplacement, on a l'ajout d'une 4e pompe au poste de la station pompage Champlain. Donc, ça aussi, la station pompage Champlain dessert 60 du territoire. Et on a la station de pompage Saint-Maurice, donc on va amorcer les travaux cet automne qui dessert le secteur Saint-Eugène qui, ultimement, va permettre la levée du RCI. Donc, c'est des gros investissements qui sont planifiés, là, qui sont quand même significatifs sur le territoire, qui vont permettre de donner une bouffée d'air aux infrastructures. Saint-Eugène, on parle surtout du futur carrefour là, qui va s'installer là, très bientôt, là, ou sur le point de le faire, c'est ça? En fait, le développement de la tour, il y a eu une consultation publique, là, exactement, un 300-400 portes qui est planifié. Bon. Il y a aussi une étape préliminaire. Là, on parle de la desserte là, du secteur de l'aéroport. On souhaite créer un parc d'affaires. Ça aussi, là, ça a fait partie de l'exercice, j'imagine, pour la levée du moratoire. Oui, évidemment. En fait, tous les projets, dans un de nos exercices, on a évalué, comme je vous mentionnais, tous les projets de développement pour voir où il y avait des enjeux. Le secteur de l'aéroport, le parc d'affaires de l'aéroport, justement, on l'a évidemment identifié. Donc, identifier les besoins en assainissement pour desservir l'aéroport, donc ce secteur-là. Donc, on a identifié aussi des projets qui vont venir permettre de donner une certaine capacité dans ce secteur-là. C'est ça. On va en parler un peu plus tard cette semaine avec la mairesse André Bouchard là, sur la façon de financer tous ces projets-là. Mais je pense que vous êtes en mesure de nous dire que là, les citoyens vont être un peu plus rassurés au cours des prochains mois, des prochaines années, sur l'état de la situation des infrastructures à Saint-Jean-sur-Richelieu, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais en fait, on perfectionne aussi nos connaissances sur notre réseau. Donc, on a un meilleur contrôle sur la situation. On est en mesure de réagir. On est en mesure d'identifier les meilleurs investissements. Ça reste un défi. On a un PTI, le Conseil a adopté un PTI de près de 400 millions en 2024. Donc, plus de 222 millions, je pense, qui est dédié aux infrastructures. Donc, il faut maintenir la cadence. Il y a déjà une grosse augmentation des investissements qui a été faite depuis, en fait, en 2022, on était à 40 millions d'investissements annuels. Là, on est en 2025, on va être à peu près à 25 millions. Donc, il y a une augmentation plutôt à 60 millions en 2025. Donc, une augmentation de la cadence dans les investissements. Puis, il faut s'attendre aussi à cette tendance-là dans les prochaines années. Est-ce que, on parlait de 2025 pour les phases, là, mais au moment qu'on lève le moratoire et qu'on veut s'installer, évidemment, on va s'ajuster selon les chantiers qui vont être faits, selon les demandes. Mais est-ce qu'on a un plan là, pour que le réseau soit mieux opérationnel, si vous voulez, pour Saint-Jean-sur-Richelieu, ou on va y aller vraiment selon les dossiers présentés à la Ville? Présentement, on n'a pas de plan directeur, en fait, qui vient justement structurer nos investissements, identifier la façon stratégique, qu'est-ce qu'on doit faire à long terme pour être en mesure de soutenir le développement. Donc, en fait, la Ville travaille présentement sur ce plan directeur-là, on va déjà avoir des données de ce plan directeur-là au cours de l'année 2025. Donc, par contre, ça va prendre à peu près 2 ans pour réaliser ce plan directeur-là. Après ça, évidemment, on va être en mesure d'identifier de nouveaux projets à court terme, moyen et long terme pour permettre de soutenir le développement puis s'assurer qu'il y ait le moratoire, idéalement, qu'il n'y en ait pas, mais c'est des moratoires, on n'est pas la seule ville non plus. Non, moratoire. Tout à fait. Puis ça risque quand même de se poursuivre dans le temps. L'objectif, puis ce qu'on travaille, c'est de rester agile puis de voir comment on peut
le plus possible ne pas être un frein au développement. C'est ça. Mais de toute façon, avec la levée du moratoire, ça incite les gens peut-être là, à être plus proactifs pour déposer pour la construction et s'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que justement, il y aura moins de contraintes, entre guillemets, là, à ce niveau-là pour ces projets-là, n'est-ce pas? Exactement. Puis notre objectif aussi, c'est justement de soutenir les promoteurs dans leur démarche. Ouais. Puis pas arriver à un moment donné et dire « Ouais, mais on est désolé, ça ne fonctionne pas » parce que les autres, quand ils commencent justement à travailler sur des dossiers, c'est des investissements pour eux de travailler sur des plans. Puis la journée où on arrive, 2 ans plus tard, me dire ouais, « Vous ne pouvez pas commencer votre projet parce qu'on n'a pas la capacité. » Bien, c'est le genre de situation qu'on ne veut pas qu'il se reproduise. C'est ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le développement de Saint-Jean, ça c'est clair. Il y a un autre dossier aussi, c'est la Ville qui va reviser là, sa réglementation sur les compteurs d'eau. Ça, il y a les gens n'étaient peut-être pas au courant, mais il y avait déjà des secteurs où il y avait des compteurs d'eau, mais là, ça va s'élargir. Peut-être nous l'expliquer un peu. Oui, il y a présentement environ 650 compteurs d'eau, entre 150 et 700 compteurs d'eau déjà en place sur le territoire. Pour les entreprises qui consomment le plus d'eau. On parle de grands consommateurs. Des grands consommateurs, exactement. Donc, une tarification qui est associée aussi à la consommation en eau. Là, dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, ce qu'on appelle la SCIP, en fait, on a l'obligation d'installer des compteurs d'eau dans l'ensemble des ICI, donc les industries, commerces et institutions. Donc, pour justement pour mieux mesurer finalement la consommation en eau des citoyens. Donc, en fait, quand on mesure la consommation des ICI, on est capable de faire par déduction de connaître la consommation en eau des citoyens parce qu'on vise une consommation en eau de 220 litres par jour, par personne. Donc, c'est ce qu'on veut venir mesurer. Est-ce qu'on est des bons usagers, finalement, des bons citoyens dans notre consommation ou non? Donc là, ça va être un peu la même chose. En fait, on a 700 compteurs d'eau environ qui vont être implantés au cours de l'année 2025-2026 dans les petits commerces. Mais évidemment, c'est pas nécessairement nos plus gros consommateurs. Donc, il va y avoir la même tarification qui va être associée aussi que les grands consommateurs, sauf que la facture pour les petits commerçants devrait être beaucoup moindre, dépendamment du type de commerce. C'est ça. Donc, et est-ce que ça risque de s'élargir partout où on va cibler simplement les commerces? Est-ce qu'un résident, par exemple, éventuellement pourrait avoir un compteur d'eau à la maison? Bien, c'est pas planifié. À moins qu'on en ait l'obligation de le faire, la nécessité de le faire. C'est pas présentement une orientation qui est discutée ni qui est attendue du ministère des Affaires municipales. Donc, pour le moment, on s'en tient vraiment aux ICI. Pour répondre à l'obligation qui nous permet, à nous, à la Ville, en fait, d'obtenir des subventions qui sont quand même considérables. En raison. Donc, c'est ce que ça nous permet, les compteurs d'eau. Donc, vous l'avez mentionné, là, je pense que ça va se faire là, dans 2025-2026, tout ça. Là. Exactement. Parfait. Bien, M. Grégoire, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Je sais que c'est pas simple peut-être pour les gens, là, mais sachez que c'est une bonne nouvelle, 60 de la Ville, donc où le moratoire est levé et puis qu'on va pouvoir y aller de l'avant là, avec la construction de logements ou encore d'entreprises ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup, M. Grégoire, de nous avoir expliqué tout ça. On revient après la pause. Le Tonadette du bingo au Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça.
Le gouvernement du Québec a annoncé une très mauvaise nouvelle pour Saint-Alexandre et ses citoyens. C'est l'abandon des travaux de l'échangeur de l'autoroute 35 à Saint-Alexandre. Donc, on a retiré en fait ce projet du programme québécois des infrastructures. Et pour nous en parler, on a le maire de Saint-Alexandre, M. Yves Barrette. M. Barrette, bonjour. Bonjour. Je mentionnais avant le début de l'entrevue, c'est une claque au visage pour Saint-Alexandre, cette annonce-là de la semaine dernière. Absolument. Une claque au visage, une incompréhension. Presque un coup de couteau dans le dos parce que depuis le début du dossier de l'échangeur Saint-Alexandre, la municipalité a fait tous les devoirs qu'on lui a demandés de recherche, d'études, enfin, d'optimiser l'emplacement et l'échangeur comme tel. Et puis, pas plus tard, encore une fois, que 1 an et 4 jours, pour être précis, la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le bureau de Châteauguay, débarquait chez nous à Saint-Alexandre, à l'Hôtel de Ville, présentait aux citoyens le projet de l'échangeur avec les graphiques, enfin, tout ce qui entoure. Et puis là, paf, on reçoit ça en plein visage. Et je dois dire que je trouve assez cavalier la façon que ça nous a été, parce qu'il n'y a pas de courriel, pas de communication de quoi que ce soit. Et on l'a appris par d'autres que le projet est abandonné. Alors, c'est vraiment... On est décontenancés de ça, puis c'est cruel. C'est cruel pour les gens qui s'attendaient à avoir... Parce que c'est sûr qu'avoir un échangeur chez nous, ça va régler beaucoup de problèmes. Moi, j'invite les citoyens, s'ils ont un peu de temps, à aller sur la grande ligne qui relie Saint-Jean-sur-Richelieu et la municipalité aux heures de pointe. Alors, 4h30, 5h et tout ça. Et vous allez voir que c'est une autoroute. C'est pas compliqué, là, ça descend. Puis tous nos citoyens agriculteurs, agricultrices qui sont sur la grande ligne, pour eux autres, c'est toujours une aventure de s'engager sur la grande ligne avec le trafic qui est là, la vitesse qui génère là. Et puis, on le sait qu'il y a eu malheureusement des accidents avec décès là, qui ont eu lieu sur la grande ligne au fil des ans. Donc, la grande ligne n'est pas appropriée pour recevoir un trafic comme ça. Et puis, bon, on peut avoir... Moi, je ne juge pas des décisions en termes de ce qui a été pris, tout ça. Seulement, je considère que je serais curieux de savoir qui a pris cette décision-là à Québec et qui ne connaît pas notre réalité, puis qui ne connaît pas tout l'ensemble du dossier, puis qu'on annonce ça par la porte d'en arrière. Parce que là, vous ne connaissez pas les raisons pourquoi on a retiré ce projet-là, là, à part peut-être le budget, là, un manque de budget, mais en fait, on ne vous l'a pas expliqué? En fait, c'est même pas un manque de budget. Ah non, parce que c'est même pas ça? Quand vous regardez le feuillet du Programme québécois des infrastructures, ce qu'on dit, la note, c'est que le projet est abandonné, les argents vont être pris, parce que les argents, il ne faut pas le perdre de vue, les argents étaient réservés pour ça. Oui. On nous a toujours dit, les montants sont là. Jusqu'à jeudi dernier, là, ça fonctionnait, puis on allait de l'avant avec ça. On attendait que les restants des travaux préparatoires soient faits, plans et devis, etc. Alors, ça pour dire qu'on n'avait pas de signes qui nous permettaient de faire ça. Et puis là, bien, les citoyens se ramassent avec zéro accès, et pour les 10 prochaines années. Alors, ça n'a pas de sens. Et puis, encore une fois, moi, je peux bien comprendre le gouvernement là-dedans, mais je veux dire, il y a une réalité à Saint-Alexandre. Et puis là, on se ramasse avec uniquement des désavantages et aucun avantage de l'autoroute 35. Parce qu'au départ, là, l'autoroute, bon, vous disiez que c'était pas nécessairement un avantage que l'autoroute passe par Saint-Alexandre. Mais que par la suite, avec l'ajout d'un échangeur, là, ça pouvait vous aider à vous développer et à accepter que... Parce que là, l'autoroute, elle coupe la municipalité en deux, là, c'est pas compliqué. Tout à fait, absolument. Toute la partie sud de la municipalité tombe derrière l'autoroute. Alors, pour les gens qui veulent venir à Saint-Alexandre, bien là, tu dois remonter la Grande Ligne ou la 227, dépendamment où tu es situé, puis là, bien, traverser l'autoroute et puis revenir. Il y a aussi un autre élément de sécurité là-dedans qui est important. Notre service de sécurité incendie chez nous, bien, s'il y a un sinistre et un accident, bref, une complication sur l'autoroute, bien, dépendamment où l'accident va se situer sur l'autoroute, bien, ça peut amener ces gens-là à remonter jusqu'à Iberville, prendre l'échangeur et descendre. Alors, c'est un temps fou précieux, vous le savez, pour secourir les gens qui seraient dans le besoin là, suite à un accident de la route. Alors ça, c'est un autre point majeur là-dedans. Bon. Si on fait un peu la genèse de tout ça, là, au moment où on a décidé de construire l'autoroute 35 et qu'on vous a promis un échangeur, là, peut-être expliquer un peu aux gens là, de quelle façon ça s'est passé, peut-être rappeler un peu là, les échéances dans ce dossier-là. Je n'ai pas tout à fait les dates précises, non, mais grosso modo, à peu près, grosso modo 2005,
le gouvernement fédéral décide d'investir dans les infrastructures et avec de concert avec le gouvernement du Québec, ils ont décidé de faire la terminaison de l'autoroute 35. Ça passe au BAP. Le BAP décide de l'emplacement d'un échangeur. Cet emplacement-là n'a pas fait l'affaire de la municipalité pour toutes sortes de bonnes raisons, entre autres que c'est trop éloigné, que ça touche des terres de façon substantielle et que ça ne correspondait pas à une volonté de l'avoir à proximité pour que justement, si développement il y a autour d'un échangeur, souvent il y a des pressions économiques, bien que ces pressions-là se fassent dans la municipalité, à l'extérieur du territoire agricole. Alors donc, il y a eu toute une démarche qui a été faite autour de ça. Et on a su, je m'excuse, on a su en 2009 où était situé l'échangeur. Et c'est là qu'après ça, 2008. Et après ça, c'est là que le mouvement s'est fait pour contester cet emplacement-là. Et toute une démarche a été faite par la suite pour modifier cet emplacement-là. Bon. Alors ça a été fait. Et à la suite de beaucoup de travaux, beaucoup d'efforts et tout ça, pardon. Finalement, le gouvernement, c'est-à-dire le ministère du Transport, a les autorisations du tribunal administratif et tout ça, parce qu'on est allé loin dans le processus, pour finalement établir qu'il donnait les autorisations nécessaires au ministère des Travaux publics, du ministère des Transports, de faire l'échangeur dans ce qu'on appelle le redressement de la route 227. Alors, quand vous arrivez de Marieville par la route 227, vous allez arriver à la Grande Ligne. Et là, dans le remplacement, vous continuez tout droit pendant 1 kilomètre. Puis là, vous tombez sur l'échangeur. Et après ça, vous faites... vous choisissez la voie que vous devez prendre. Alors donc, ça a été fait. Suite à ça, il y a eu, après ça, toute une négociation avec le ministère de l'Environnement parce que là, il y avait des arbres qui étaient, une partie boisée, qui étaient affectés par l'aménagement de l'ouvrage. Et on a fait ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a obtenu, le gouvernement, une première réserve naturelle privée sur notre territoire. Et la municipalité a soutenu ces efforts-là et on l'a obtenu. Et on a obtenu à la satisfaction du ministère de l'Environnement, qui après ça a dit, bien parfait, nous recommandons au gouvernement de modifier le décret. Il y a eu une modification de décret. Et après ça, bang, on part, puis on y va. Et après ça, c'est passé tout ce temps-là, qui a été quand même assez important, jusqu'à, l'année passée avec la présentation du ministère, et puis là, cette année, avec la bonne nouvelle qu'on a eue là, de cet élément-là. Bon. Quels sont maintenant... on ne parlera pas d'étapes parce que là, on dit que c'est abandonné pour au moins 10 ans dans le programme québécois des infrastructures, mais est-ce qu'il y a moyen de faire des pressions? Je pense que vous souhaitez une rencontre avec la ministre Guilbeault, je pense. Absolument. Vous souhaitez que la députée également, Audrey Bogman, s'implique dans le dossier? Absolument. Madame Bogman, c'est une bonne personne. C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect et je sais qu'elle travaille bien et tout ça. Alors, je suis convaincu que Mme Bogman va nous appuyer dans ce projet-là. Écoutez, ça prend ça. Oui, on demande une rencontre avec Madame la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Guilbeault, pour modifier la décision du gouvernement. On n'a pas d'autre choix. C'est la seule chose que nous avons. Et puis, Saint-Alexandre, on est à l'extérieur de la ville-centre. On est une municipalité à 98 % agricole. Alors, ce qu'on veut mettre en valeur, là, on nous le coupe sous le pied. Je voudrais revenir aussi sur un élément, c'est que le gouvernement actuellement, compte tenu de ce qui se passe avec les États-Unis et tout ça, on parle de développement local, d'achat local et tout ça. Bien là, enlevez-nous pas un élément d'attraction majeur. Parce que pour un industriel, comme une petite industrie qui souhaiterait s'établir à Saint-Alexandre, dans l'optique d'un échangeur fonctionnel, il prend ses gens, 5 minutes après, il est dans le cours de sa business, si je peux dire. Oui, exactement. Alors, là, si vous voulez qu'on se développe, si vous voulez qu'on fasse du commerce, si vous voulez qu'on fasse du développement économique, ça nous prend minimalement des outils pour le faire. Oui, c'est sûr que ça ne facilite pas les choses. Absolument. C'est ça. Et surtout que vous avez accepté les conditions. Au départ, vous n'étiez pas d'accord avec l'autoroute. Là, vous avez accepté l'autoroute avec des conditions. Vous avez accepté ces conditions-là. Vous avez respecté toutes les demandes. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit réalisable. Et tout d'un coup, d'un claquement de doigts, on vous dit, là, ce que vous avez fait depuis X nombre d'années, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Moi, je suis dans la politique municipale depuis 2009. Ça va faire 16 ans que je suis sur ce dossier-là. L'autoroute, grosso modo, ça fait 55 ans qu'on l'a fait par petits bouts. À un moment donné, on peut-tu, s'il vous plaît, la terminer puis passer à d'autres choses? Et puis, c'est vraiment malheureux parce que,
on sait de la condition économique. Ce qui est mentionné sur le PQI, c'est que le projet est abandonné et les sommes vont être attribuées Oui, c'est pour ça. faire de l'entretien régulier. J'ai rien contre ça en soi, bien naturellement. Mais c'est deux choses complètement différentes. Bâtir une infrastructure qui est là pour les 100 prochaines années, puis faire l'entretien des routes, c'est deux choses complètement différentes. Et l'autre élément aussi, c'est pourquoi aussi qu'on s'est tellement battu pour les conditions, c'est qu'un échangeur, tu as ça une fois dans ta vie, là, quand tu as les conditions Exact. alors trompe-toi pas. Non. Trompe-toi pas. Puis, et on ne s'était pas trompé. Puis la population nous a toujours appuyés là-dedans. Et puis, bien là, on arrive à ça. Alors oui, on va faire des pressions, toutes les pressions qu'on peut. J'ai des téléphones, je rencontre des gens. Je suis ici pour sensibiliser votre auditoire. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que Saint-Alexandre ne demeure pas avec uniquement les désavantages de l'aménagement d'une autoroute, mais puisse, elle aussi, en profiter et surtout, sécuriser la grande ligne et donner accès aux citoyens et aux citoyennes de pouvoir utiliser l'autoroute. Là. Dernière question, là, depuis donc cette annonce-là, vous avez fait une conférence de presse donc vendredi. Oui. Quelle est la réaction des gens de votre municipalité là, face à ça? C'est une grande adhésion. Les gens sont aussi décontenancés de voir cette décision-là qui apparaît comme ça sans crier gare. Et les gens ne comprennent pas. Compte tenu, encore une fois, de tout le temps qu'on a investi là-dedans et tout ça, bien, qu'on se ramasse gros gens comme devant. Et puis, qu'on finalement, si ça se maintient, bien, qu'on n'aura pas d'échangeurs. Et il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive parce que, vous savez, Saint-Alexandre, grosso modo, là, 2700 personnes. Mais après ça, tu as les voisins. Ouais. Notre-Dame de Stanbridge, Sainte-Sabine, Saint-Ignace de Stanbridge, Bedford, c'est tous des gens qui, potentiellement, vont pouvoir. Après ça, bien, on prend l'autoroute 20, l'autoroute 10, la 116. C'est toutes des routes que pour quelqu'un qui veut s'en aller aux États, donc en passant par la 89, forcément, vont descendre la 227 et passer chez nous, près de chez nous. Alors, quand on parlait de développement économique tantôt, bien, si les gens ont besoin de carburant, si les gens veulent une nourriture quelconque ou quelque chose, bien, ils vont aller chez nous. Puis on va pouvoir profiter de ça. Mais l'accent est d'abord et surtout pour l'accès à l'autoroute et sécuriser la grande ligne, que comme je vous dis, c'est une autoroute aux heures de pointe, là, c'est une voiture en arrière de l'autre et jusqu'à Saint-Alexandre comme ça. Alors, c'est profondément inacceptable. Ouais. Bien, M. Barrette, merci beaucoup d'être venu expliquer votre position là-dessus. Puis probablement qu'il n'y a rien à faire, là, qu'on ne pourra pas reculer cette décision-là, mais on va espérer en tout cas que les nouvelles soient meilleures au cours des prochains mois, des prochaines années. Bien, je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Mesdames, Messieurs, à la prochaine. Au revoir.